Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier et je serai votre animateur ce soir. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle qui porte sur le tout premier appel à projet du nouveau programme Impact. Impact qui signifie Initiative montréalaise qui a de l'impact en vue de la protection, l'amélioration et la conversion des immeubles patrimoniaux excédentaires dans un contexte d'excellence en transition écologique. Alors, le premier projet du programme Impact est le magnifique bâtiment situé au 1604-1606 avenue de l'Église et au 5505 rue Angers, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, qui est connu actuellement sous le nom de l'ancien Centre Saint-Paul. Magnifique bâtiment, là, si vous avez passé devant, il est très beau. Donc, par le biais d'un appel à projet, donc qui est communément appelé un AAP, la Ville sollicitera prochainement le marché à l'échelle du Québec afin de mettre en valeur le Centre Saint-Paul tout en répondant à ses besoins et à ses objectifs municipaux tels que décrits dans sa vision Montréal 2030. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter les intervenants et intervenantes de ce soir. Tout d'abord, Madame Émilie Tullier, qui est mairesse d'arrondissement Antique Quartier-Ville, membre du comité exécutif et membre du conseil d'agglomération. Monsieur Benoît Doré, maire d'arrondissement Le Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif et membre du conseil d'agglomération. Madame Sophie Lalonde, directrice du service de la gestion et de la planification des immeubles. Monsieur André Cazelet, architecte et chef de division transition écologique et innovation au service de la gestion et de la planification des immeubles. Et Monsieur Marc-André Hernandez, pardon, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises arrondissement Le Sud-Ouest. Pour répondre aux questions ce soir, il y a Mme Assia Bendedouche, qui est architecte et gestionnaire immobilier à la direction de la gestion immobilière et de l'exploitation au service de la gestion de la planification des immeubles, qui sera avec nous, ainsi que M. Guillaume Top, qui est chef d'équipe au service de la stratégie immobilière SSI. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter peut-être les règles de base, les principes de base de cette séance d'information virtuelle. Tout d'abord, nous ne pouvons pas vous voir ni vous entendre. Les caméras et les micros sont éteints, sauf évidemment pour moi, l'animateur et les intervenants et intervenantes. Et la fonction clavardage est désactivée. Nous vous invitons à poser vos questions via l'outil questions-réponses qui est situé en bas de votre écran. Si votre ordinateur est configuré en anglais, c'est Q et A. Et si c'est en français, c'est Q et R, selon la configuration de la langue de votre appareil. La séance de ce soir, elle sera enregistrée et sera disponible sur le site designmontréal.ca au cours des prochains jours sur la page du programme Impact. La présentation sera effectuée en français. Par contre, si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français, selon la langue du répondant. The presentation will be in French. If a question has been asked in English, we will answer it either in French or in English. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de ce soir. La présentation va durer environ 45 minutes et on va terminer ça avec une période de questions d'environ 30 minutes. Mais avant de passer à la présentation, j'ai le plaisir d'inviter Mme Émilie Tullier à vous souhaiter officiellement la parole, ainsi que M. Benoît Doré. Madame Tullier. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse faire cette séance aujourd'hui. J'ai commencé mon implication politique par la participation citoyenne et c'est vraiment un des grands objectifs de la séance de ce soir. La protection du patrimoine est aussi au cœur de mon implication citoyenne comme élu local, comme mairesse, mais aussi j'ai été l'élu responsable au comité exécutif du patrimoine entre 2019 et 2021. Et au cours de toutes mes années comme élue, j'ai été à même aussi de constater que c'est pas toujours facile d'entretenir correctement les bâtiments municipaux. Et en fait, c'est tout un défi de gérer le patrimoine architectural, bon, des bâtiments de la ville, mais de l'ensemble des bâtiments. Et là, on parle ici des bâtiments de la ville. Ceci dit, depuis de nombreuses années, on a une politique à la ville et nous souhaitons être exemplaires comme propriétaires et comme gestionnaires d'immeubles. C'est un de nos objectifs et depuis un bon moment, on se pose la question comment on peut réaliser cet objectif d'être un propriétaire exemplaire dans l'ensemble des types de bâtiments. Là, on en a plusieurs centaines qui sont très, très différents les uns des autres et nous avons développé une stratégie immobilière pour les bâtiments vacants et excédentaires de la Ville de Montréal. Parce que malheureusement, nous avons à la Ville des bâtiments qui sont vacants où il n'y a
personne à l'intérieur, il n'y a pas d'activité non plus qui s'y passe. Et vous le savez, tout comme moi, quand un bâtiment est inoccupé, ben, il se dégrade à une vitesse plus importante que quand il est occupé. Alors, l'objectif, là, vraiment, de notre stratégie, c'est de faire en sorte que tous les bâtiments soient occupés et qu'ils soient entretenus le mieux possible. Donc, le programme Impact, vous avez compris par M. Tessier que c'est un acronyme. Tout à l'heure, vous allez le voir par écrit si vous êtes visuel comme moi, mais je vous le répète. Alors, initiative pour la protection, l'amélioration et la conversion des immeubles patrimoniaux excédentaires dans un contexte d'excellence de transition écologique. Donc, on est ambitieux, vous êtes ambitieux aussi, on essaie de réunir tous ces objectifs à la fois. Et vraiment, on espère, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Nous voulons sincèrement que cet exercice permette de redonner des bâtiments extraordinaires à la communauté, là où ils ont été érigés, là où ils ont été construits, là où ils ont vécu. Et pardon, on souhaite leur donner une nouvelle vie avec les partenaires locaux. C'est pour ça que vous êtes là. Et j'espère que vous allez en apprendre pendant la présentation et surtout vous impliquer par la suite dans le processus. Pardon. Alors, ça tombe bien, c'est le moment où je vous remercie et surtout, je passe la parole à mon collègue qui est maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, M. Benoît Doré. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Vraiment très content de voir que le Centre Saint-Paul et le programme Impact attirent vraiment beaucoup de gens et de voir vraiment qu'il y a autant de monde ce soir qui se présente à la séance d'info. Ça présage bien. Je pense que ça nous donne un excellent présage. Donc, je remercie ma collègue qui est responsable du dossier, donc d'être là, de nous souhaiter la bienvenue, de passer une partie de la soirée ensemble. Je veux souligner la présence également de Tan Chan Lee, qui est conseillère d'arrondissement chez nous. Et les conseillers du district avaient d'autres obligations en lien avec leur travail. Alors, ils pilotent soit des comités ou une consultation publique. Alors, ils vont nous rejoindre incessamment. Donc, ils vont vraiment prendre part à la soirée sous peu. Merci aussi aux équipes. Ensuite, on est capable de lancer, premièrement, d'avoir conçu ce programme-là et par la suite d'aller de l'avant avec un appel à projet. C'est qu'on a beaucoup de gens qui ont réfléchi, beaucoup de gens qui ont voulu une mise en œuvre et qui vont opérationnaliser un paquet de choses. Donc, vraiment, merci beaucoup aux équipes qui ont travaillé, les équipes de la Ville-Centre et bien sûr, en arrondissement, puisque chacun des appels de projet vont se passer dans des arrondissements et donc, les équipes locales seront mises à contribution. Pour ce premier projet, appel de projet, c'est le Sud-Ouest. Alors, on a mentionné tout à l'heure la présence de notre directeur de l'aménagement urbain et patrimoine, Marc-André Hernandez, mais on a aussi avec nous ce soir la chef de division urbanisme, Madame Nadon, personne extrêmement qualifiée qui est là depuis presque tout le début de l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, on a cette chance-là de l'avoir avec nous ce soir et puis au quotidien, bien sûr. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des équipes. Je le disais, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux. Le Centre Saint-Paul, que dire? Beaucoup de choses. Mais je vais être bref. Tout d'abord, ça a été établi par un comité de travail. Pourquoi cet édifice-là? Pour plusieurs raisons, mais il y a eu un processus de sélection vraiment rigoureux. Pourquoi? Parce que c'est aussi un immeuble qui est un joyau d'intérêt patrimonial, oui, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, mais également à Montréal. On croit que cet édifice-là mérite vraiment d'être préservé et à travers la lorgnette, dans le fond, du concept de transition énergétique, de transition écologique. On veut faire rayonner le bâtiment, mais on veut faire rayonner aussi un projet qui soit grandement contributif à la communauté dans laquelle il va s'insérer. Alors, bien au-delà même du quartier où on en est certain, je suis sûr également que les nombreuses candidatures qu'on va recevoir vont être des plus intéressantes et j'oserais même dire à la hauteur des aspirations qu'on a pour ce joyau-là.
Pourquoi également le Centre Saint-Paul? Ben parce que depuis 2018, l'arrondissement et la ville de Montréal également s'est doté d'un PDUS Turcot. Un P quoi? Un PDUS. Ça veut dire Plan de développement urbain, économique et social Turcot, donc un document de planification, mais pas juste urbaine, économique et sociale. Et à l'intérieur de ce plan de développement-là, l'arrondissement a décidé d'aller de l'avant avec différentes orientations, mais a identifié des bâtiments d'intérêt. Des bâtiments qui appartiennent à la ville de Montréal, qui méritent qu'on leur donne une nouvelle vie, un nouveau souffle, puis qui soit contributif, dans le fond, au développement économique et social du secteur. Et puis, ça tombe vraiment à point nommé, puisque nous sommes on est à mi-parcours de ce fameux PDUS Turcot. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura ce bilan de mi-parcours du PDUS Turcot, une autre invitation que peut-être plusieurs d'entre vous allez saisir. On veut redonner, donc le projet que vous allez nous soumettre, là, il s'insère dans quoi? Bien, il s'insère dans une volonté de l'arrondissement et de la ville de relancer, de redorer, en fait, une rue qui a déjà eu du lustre, mais qui a un grand potentiel, c'est l'avenue de l'Église. En plein cœur d'un cœur, en fait, en plein centre d'un cœur institutionnel. Le cœur institutionnel civique, bien sûr, de l'ancienne municipalité de Côte-Saint-Paul. Hein. On sait que le centre Saint-Paul, c'est l'ancien hôtel de ville et également caserne de pompiers, qui a eu une autre vie, une vie avec des organismes communautaires, organismes philanthropiques, et puis qui cherche une vocation depuis près d'une dizaine d'années. Alors, vraiment dans un cœur institutionnel vraiment important, l'Église est tout juste à côté, on cherche. Il y a une voie. L'archevêché se dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette église-là? Alors, il y a peut-être des planètes qui vont s'aligner. Les voisins immédiats, ben oui, il y a l'église qui va chercher une nouvelle vocation, donc c'est intéressant. Peut-être que ça peut se marier, peut-être que non. Il y a certainement des accointances. On est juste de l'autre côté, c'est le centre Monseigneur-Pigeon, qui est vraiment un bâtiment intéressant dans le secteur où on a la vue communautaire qui se vit pleinement, les loisirs, les sports, le camp de jour, plein d'activités qui sont là. Alors vraiment, on a la communauté là gravite alentour de ça. Juste de l'autre côté de la rue, on a l'école qui est là, l'école primaire. Qui reprend de mieux en mieux son essor. Alors, pendant un certain nombre d'années, l'échangeur Turcot était très, très près. Hein, les voies d'autoroute étaient très près. Il y a plusieurs actions structurantes qui ont été faites par la ville, par l'arrondissement, par l'ancienne commission scolaire de Montréal. Donc, vraiment, l'école est à côté. Là. Il y a certainement quelque chose à y voir là-dedans. Et puis, sur la rue de l'Église que je mentionnais tout à l'heure, ben, on veut réinvestir cette rue-là, réinvestir dans le devenir de cette rue-là. Il y a des liens de mobilité qui vont être mis de l'avant, du verdissement qui vont y être. Alors, vraiment, là, il y a vraiment un contexte important qui fait en sorte que c'est le moment de faire en sorte que ce bâtiment-là, le Centre Saint-Paul, ben, redevienne un projet, un édifice qui soit contributif à la communauté. Puis, dernière petite affaire également, à un jet de pierre également, la ville a aussi voulu requalifier un secteur par le 4000 Saint-Patrick. Donc, un projet qui a été lancé dans le cadre des C40, donc Réinventer Montréal, Reinventing Cities, pour le grand programme mondial. Alors, il y aura vraiment un projet très intéressant qui s'en vient avec de l'économie, de l'économie sociale également, donc les ateliers Cabot. Alors, quand je vous dis que ça foisonne d'activités dans ce secteur-là, que la ville réinvestit, l'arrondissement réinvestit, on s'est assuré d'enlever tout le camionnage de transit en face du centre Saint-Paul. Donc, on a vraiment des actions là, qui sont structurantes depuis quelques années et je pense que ça culmine bien là, avec une nouvelle vocation pour le centre Saint-Paul. Alors, j'espère que vous avez vu mon emballement pour la chose. J'espère que vous vous êtes dit, ah oui, on s'y intéressait, on va s'y intéresser encore plus avec ce que nous a dit Mme Thuillier et Benoît Doré. Donc, vraiment une excellente soirée en notre compagnie. Merci d'être là et surtout, merci de penser à déposer un projet enlevant pour la communauté d'accueil. Merci tout le monde. Excellent. Merci, Mme Thuillier. Merci également, M. Doré, pour cette mise en bouche.
On va maintenant passer à la présentation et pour ce faire, j'invite 3 personnes, Madame Sophie Lalonde, directrice service de la gestion de la planification des immeubles, André Cazelet, architecte chef de division transition écologique et innovation au service de la gestion et de la planification des immeubles. Et tout à l'heure, j'ai mentionné à tort M. Marc-André Hernandez, mais c'est plutôt Mme Julie Nadon qui sera ce soir qui est chef de division urbanisme pour l'arrondissement Le Sud-Ouest. Donc, je laisse la parole à ces 3 intervenantes et on se revoit par la suite pour la période de questions. Alors, Madame Lalonde, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Tessier. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, et merci, Mme Tullier, M. Doré, pour cette introduction et cette mise en contexte fort intéressante. Donc, avant de vous présenter le programme Impact et le premier projet associé avec tous ces paramètres, et ici je fais référence bien sûr au Centre Saint-Paul, je me permets de vous présenter le parc immobilier sous la responsabilité du SGPI et également expliquer la genèse de la présente démarche qu'on vous présente ce soir. Tout d'abord, on présente le parc d'immeubles protégés composé de près de 450 bâtiments pour une superficie de plus de 1 million de mètres carrés où nous avons la responsabilité de planifier au plan décennal de la ville des investissements requis pour protéger et moderniser nos infrastructures. Également, je souligne au passage les principaux profils des bâtiments qui s'inscrivent dans ce parc. On fait référence, entre autres, soit à des casernes de pompiers, des postes de quartier, ça peut être des pavillons, des chalets de parc, marchés publics, sans compter des immeubles phares tels que l'Hôtel de Ville et le Centre Claude Robillard, par exemple. Enfin, j'attire votre attention à l'effet qu'il y a une portion de ce parc-là qui est constituée de bâtiments vacants et ou excédentaires qui nous a amenés à réfléchir à des moyens de requalifier ces immeubles, dont celui qu'on vous présente ce soir, d'autant plus qu'ils affichent un volet patrimonial, en tout cas certains d'entre eux, comme c'est le cas, par exemple, pour le Centre Saint-Paul, et par surcroît, répondre à des besoins locaux puis contribuer au développement du secteur où il est situé. Ce qui m'amène à la diapo suivante, où on vous présente la stratégie immobilière des bâtiments vacants qui s'appuie sur 3 grands principes. Tout d'abord, on fait référence au développement économique et puis justement, je le disais précédemment, avec l'objectif de redynamiser les secteurs où sont situés ces immeubles et évidemment créer de la valeur. Ensuite, Mme Tullier le disait en introduction, à titre de propriétaire exemplaire, on veillera à principalement promouvoir la protection, la mise en valeur du patrimoine. Puis c'est le cas ici, là, justement, pour le projet du Centre Saint-Paul que nous vous présenterons dans quelques instants. Puis enfin, il y a le 3e axe, le développement social, avec l'intention d'acquérir et réserver certains immeubles pour fin de développement de logement. Puis, dans l'intervalle, favoriser des usages transitoires pour répondre à des besoins locaux, mais aussi, je dirais, vitaliser l'économie sociale. On pourrait, entre autres, penser à l'îlot voyageurs, là, à titre d'exemple. Donc, ce sont des principes qui nous ont permis d'identifier les actions à déployer. On en voit 6 ici, dans le cadre de la stratégie. Il y a donc une partie du parc composée d'immeubles qui font aujourd'hui ou qui feront éventuellement l'objet de travaux de rénovation ou de requalification au cours des prochaines années. Il est d'ailleurs prévu à notre plan décennal des investissements, des montants pour réaliser une partie de ces travaux. Donc, vous le voyez, c'est les 2 premières actions inscrites dans la stratégie. Et on voit en rouge, au centre, le fameux programme Impact que nous vous présentons ce soir et qui, en quelque sorte, une version, je dirais, ou une mouture maison du C40. D'ailleurs, M. Doré l'a dit, l'a présenté en introduction rapidement, le C40, pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ce programme, c'est en fait un réseau de maires qui représente aujourd'hui près de 100 grandes villes à l'échelle mondiale qui collaborent pour mettre en œuvre l'action urgente nécessaire pour faire face à la crise climatique avec comme mission de réduire les GES, améliorer l'équité, renforcer la résilience et créer des conditions permettant à chacun partout de prospérer. À la Ville de Montréal, je souligne que nous sommes partie prenante en fait du C40 justement avec 2 projets qui sont en cours de réalisation. Et je me permets de dire un en gestation ou en devenir. Si je retourne maintenant et je reviens au programme Impact, mais le sujet, d'ailleurs, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. En fait, il s'agit d'une création locale, purement montréalaise, qui répond à certaines exigences et au règlement en fait de la ville et qui vise, on le dit déjà, puis je le répète, je me permets de le répéter, à protéger, améliorer et
voire à requalifier des immeubles patrimoniaux dans un contexte d'excellence en transition écologique. Sur ce, je vous invite à regarder la vidéo qui vous présente le premier projet du programme Impact, soit le Centre Saint-Paul. Merci à tous, bon visionnement. Merci, Sophie. Comme vous voyez tous, c'est un super beau bâtiment qui mérite qu'on lui accorde toute l'attention qu'on doit lui donner. Donc, je vais donc vous présenter le bâtiment de façon plus détaillée. Monsieur Doré a vraiment bien mis la table sur ce bâtiment-là qui est situé dans son quartier, évidemment, et qui offre beaucoup de potentiel pour une requalification en tenant compte du patrimoine. Donc, on résume rapidement ce projet-là, ce bâtiment-là, vous l'avez bien vu. Notre appel à projet, il cède ce bâtiment-là à sa valeur nominale calculée à peu près à 1 $ pour le moment. Mais le projet doit répondre à certaines lignes directrices que la Ville souhaite énoncer au niveau de la préservation et de la mise en valeur des éléments architecturaux de ce bâtiment-là, au niveau de son architecture, au niveau des usages aussi. L'arrondissement a émis des volontés au niveau des usages. Le plan climat, qui est un document phare de la Ville qui doit aussi, c'est pour ça qu'on parle de transition écologique, de transition énergétique dans ce contexte-là. Le lien avec le quartier, M. Doré a bien mis la table sur l'église à côté, l'école en face, le centre Monseigneur Pigeon et tout ça. Donc, il y a tout un maillage, un lien intéressant à pouvoir faire avec une future fonction dans ce bâtiment-là et son entourage. Donc, c'est tout un peu les critères qui seront mis de l'avant. Vous allez voir plus tard, je vais vous parler des critères de sélection qui vont nous permettre de retenir le meilleur projet. Donc, ces conditions-là, on doit satisfaire ça. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment d'à peu près 1923 mètres carrés. Il est en deux parties, comme vous l'avez compris. Donc, l'ancienne caserne sur 2 étages avec pas de sous-sol et l'ancien hôtel de ville, le bâtiment en pente. Donc, un peu l'histoire du site, du bâtiment. Dans le fond, la municipalité de Saint-Paul a été créée en 1874, donc ça remonte il y a assez longtemps, sous le nom du village de la Côte-Saint-Paul. Et après ça, c'est devenu une municipalité en 1894 et ça a été après ça fusionné à la Ville de Montréal dans les années 1910. Et à peu près à ce moment-là, l'hôtel de ville est devenu une construction désuète, mais c'était construit par, ce bâtiment-là a été construit, conçu par l'architecte Joseph-Émile Vanier. Je vais vous en parler un peu plus dans la diapo suivante. Il y a quand même une carrière assez intéressante, vous allez voir. Donc, il y a eu l'ajout de la caserne, une partie de l'étage en 1913
pour y loger les pompiers. Et il y avait une écurie aussi à l'arrière. Vous savez qu'à l'époque, les pompiers travaillaient avec des chevaux, des calèches et tout ça. Donc, et en 47, en 62, 67, 76 et 84, il y a eu différents travaux d'aménagement, de réaménagement des intérieurs de ce bâtiment-là, mais la plupart des volumes ont été conservés. Les activités ont cessé à la caserne en 1979, sauf pour le garage qui est conservé. Vous voyez la photo de fond ici, c'était pour garder des anciens véhicules de pompiers de collection. Donc ça, c'est resté une partie du temps, mais depuis 2015, l'hôtel de ville est aussi vacant et l'ancienne caserne a été vidée de ces véhicules-là en 2020. Donc ça fait maintenant près de 3 ans que le bâtiment est totalement vacant. Donc, qui est cet architecte-là qui a une carrière quand même assez intéressante? Il vient de Terrebonne. Il est dans la première promotion de l'école de Polytechnique en 1877. Donc, avant ça, il n'y avait pas d'école polytechnique à Montréal. Donc, les gens devaient aller à l'étranger, j'imagine. Donc, il est dans la première promotion de cette école de Polytechnique-là. Au début de sa carrière, il est allé travailler comme aide ingénieur pendant 2 ans à Los Angeles pour travailler surtout dans les infrastructures, au niveau des distributions d'eau, construction de tunnels et tout ça. Il est revenu au Québec en 1879 et là, il a été reçu comme arpenteur provincial et il a travaillé aussi comme professeur à l'école de Polytechnique, c'était son alma mater, qui était un des premiers, donc il a travaillé comme enseignant. Mais il a commencé surtout sa carrière d'architecte un peu plus tard, à se faire connaître comme architecte pour différents projets. Et une de ses premières grandes commandes comme architecte fut l'église romaine Saint-Jean-Baptiste en 1903. Donc, on peut passer à la diapo suivante. On voit l'église ici à droite. Et je continue pour M. Vanier. Donc, durant les décennies 90, 1900-1910, son bureau d'ingénieur, conseil et d'architecture était considéré comme l'un des plus importants au Canada. Cette firme a été spécialisée dans les travaux publics municipaux, comme je l'ai dit tantôt. Il a participé à plusieurs projets d'infrastructure de réseau d'égouts un peu partout à Montréal et à l'extérieur. Ce qui est intéressant aussi, ceux qui connaissent le domaine de l'architecture, on a un Institut royal d'architecture du Canada qui fait la promotion de la qualité architecturale, entre autres, et il y était quand même, il a mérité le respect de ses collègues professionnels de la communauté, puisqu'il a, en plus, il a été président de l'IRAC en 1921. Donc, il a reçu un doctorat aussi en sciences de l'Université de Montréal pour sa contribution comme professeur de profession d'ingénieur au Canada. Et il est décédé en 1934, laissant derrière lui quand même une carrière florissante d'ingénieur, d'arpenteur, de professeur et d'architecte avec des bâtiments à Montréal et à Ottawa. Donc, c'est un peu pour le mettre en contexte plus spécifiquement le bâtiment et son architecture et son architecte. Vous voyez, donc le bâtiment, on en a parlé, il est sur la rue de l'Église au coin d'Angers, dans un secteur quand même en plein essor, intéressant, bien situé, il y a la piste cyclable qui passe devant, il y a les voies routières pas loin, il y a les transports en commun qui est bien desservi, donc le canal de la Chine qui est au nord. Donc, c'est quand même un bâtiment super bien situé qui vaut la peine d'être regardé pour des projets restructurants. Donc, on voit son lot à droite. Donc, la diapo suivante. Donc, on voit le quadrilatère, donc on en parlait un peu tantôt, M. Doré. Donc, si le focus n'est pas clair, mais le centre Saint-Paul, c'est le bâtiment 1 et 2 à gauche. À côté, numéro 3, c'est un bâtiment de résidentiel qui date de 1926. Après ça, on voit l'église et le presbytère et le pensionnat. Donc, le plus vieux bâtiment sur ce quadrilatère-là, c'est quand même le pensionnat qui date de 1887. Donc, c'est tout un noyau institutionnel cité là, du site patrimonial de Côte-Saint-Paul. C'est un secteur à valeur exceptionnelle qui est désigné dans le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, c'est quand même un super secteur pour implanter un projet novateur et exemplaire au niveau patrimoine. Les éléments d'intérêt pour ce bâtiment-là, donc c'est plusieurs éléments d'intérêt. Vous voyez la caractéristique au niveau de la maçonnerie. Il y a des jus de maçonnerie en briques rouges. Il y a la toiture et ses couronnements qui sont d'intérêt aussi. La tour de séchage de boyaux, on va voir des photos à l'intérieur aussi tantôt. Donc, la fonction de faire sécher les boyaux des pompiers. Donc, c'est un élément fort dans le quartier aussi, cette tour-là, évidemment. Les fenêtres et les portes, dont celles des garages. Donc, on voit toute l'architecture des fenêtres en plein cintre. Donc, des pignons, l'architecture. Donc, ça, c'est aussi intéressant et c'est des éléments, évidemment, on se doit de conserver
Alors, il y a des... Donc, je pense que ça fait un peu le tour des éléments qui peuvent être mis en exergue. Donc, on passe à la diapo peut-être suivante, où là, on voit l'intérieur. Donc, à droite, on voit les portes qui menaient pour la caserne de pompiers pour mettre les véhicules, l'ancienne salle du conseil à gauche en haut, certains éléments de métal, de tôle embossée ou même les radiateurs en fonte qui sont ouvragés, donc c'est intéressant. Et on voit l'escalier de la tour à boyaux à droite. Donc, tout ça, des éléments qu'il faut préserver dans le projet, selon nous. Donc, je pense que je les ai tous nommés, là, puis des éléments. Voilà, ça fait un peu le tour de ce qui est. Et d'ailleurs, dans les documents d'appel d'offres que vous allez avoir accès, les documents seront accessibles sur SEAO. Il y a un énoncé patrimonial qui est disponible qui va vous permettre de voir comment on a qualifié un peu tous ces éléments-là. Donc, les modalités de l'appel d'offres sont les suivants. Donc, il faut se procurer les documents sur SEAO bientôt, là, au cours du printemps, là, dès le mai. Après ça, il y a une preuve d'achat. Il y aura un chat et preuve d'achat d'un cahier d'appel d'offres sur le site de SEAO. Il y a un dépôt, un minimum de 10 $ qu'on demande de dépôt. Puis il y a un dépôt additionnel pour le proposant sera retenu. Je vais en parler plus loin aussi. Il y a un comité technique et un jury qui va analyser les différentes offres de services. Les propositions plutôt. Au niveau des conditions contractuelles, ben c'est ça, rapidement, il y a un dépôt d'un plan schématique dans les 80 jours suivant la signature de l'acte de vente pour déposer à la Ville le projet qui sera mis de l'avant. Donc, on veut s'assurer que ça se fasse quand même relativement rapidement. Après ça, on laisse 24 mois pour obtenir les permis de construction suite à la signature de l'acte de vente. Il y a un engagement d'investir en travaux de rénovation, une somme minimale dans les 48 mois suivant la vente. Et il y a une clause résolutoire aussi et une lettre de garantie bancaire de 1 million qui est demandée pour s'assurer que les projets soient financièrement viables et les équipes soient les meilleures possibles pour réaliser ce projet-là. Donc, diapo suivante. Donc, les critères, j'imagine que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, les critères d'évaluation. Donc, on a voulu aller vers des critères d'évaluation qui couvraient plusieurs axes importants pour la Ville. Donc, il va y avoir une analyse des dossiers à un comité technique formé de gens qui vont chacun regarder les différents axes, que ce soit faisabilité financière, protection du patrimoine, qualité architecturale, transition écologique, par exemple. Et après ça, ce comité technique-là soumettra au jury ses recommandations et c'est le jury qui va choisir le meilleur projet en fonction de ces critères-là. Donc, quels sont les critères en question? Bien, il y a un critère qui vaut 10 %, donc la description du projet. Après ça, critère numéro 2, composition et qualification de l'équipe. Donc, la qualification de l'équipe est importante pour nous aussi, donc 30 %. On veut avoir un représentant de l'équipe à 5 % qui va être senior, peut-être quelqu'un qui a de l'envergure, qui est capable de mener à bien ce projet-là. Les concepteurs, les chargés de projet au niveau de l'expertise dans le domaine, 5 % de la note. Les promoteurs, investisseurs, la solidité financière et juridique de l'équipe, 10 %. Les opérateurs et futurs utilisateurs, 5 %. Puis la référence de l'équipe du promoteur en regard du projet, les références qu'on va demander. Est-ce que vous avez fait de genre de ce projet-là, quel genre de projet, etc., à 5 %. Au niveau de la pertinence de la proposition, donc c'est le majeur à partir du pointage, 60 %. Il y a 20 % qui va être éliminatoire sur les éléments de restauration, de préservation, de mise en valeur du patrimoine. Donc, ça, c'est très, très important. Quand on parlait d'exemplarité avec Mme Thuillier tantôt. Donc, c'est éliminatoire. S'il n'y a pas de démonstration faite que le patrimoine sera préservé, les volumes seront préservés, les candidatures risquent d'être reportées ou annulées. Sinon, les autres points ne sont pas nécessairement éliminatoires, mais ils vont nous permettre d'avoir des meilleures notes au niveau du jury. Donc, acceptabilité sociale du projet, le développement économique, les usages et les vocations qui seront proposés. Tout le volet du défi de transition écologique et de développement durable pour 10 %. La qualité architecturale, vous savez que la Ville de Montréal a adopté son agenda montréalais pour l'exemplarité et la qualité en design et en architecture. Donc, on veut que les équipes se basent sur ce document-là, sur cet agenda-là pour s'assurer que la qualité architecturale des interventions qui vont être faites en préservation, c'est une chose, mais en développement ou en construction neuve, ça soit aussi des éléments de qualité architecturale et l'échéancier, la durée de l'échéancier de 5 %. Donc, c'est un peu les critères, et je passe la parole à Julie Nadon qui va nous parler un peu de l'implantation de ce projet-là dans le quartier Le Péduse, dont a parlé un peu M. Doré tout à l'heure.
À toi, Julie. Oui. Merci. Donc, effectivement, M. Doré énonçait déjà le périmètre par rapport au territoire dans lequel le Centre Saint-Paul s'insère. Donc, le plan de développement urbain, économique et social Turcot, donc qu'on appelle communément le PEDUS Turcot. Au niveau du PEDUS Turcot lui-même, faut dire qu'il est issu d'une démarche de consultation publique qui a été réalisée entre 2016 et 2018 et par lequel on est en train de être dans la phase de mise en œuvre. Donc, ça visait à planifier le redéveloppement d'un secteur profondément affecté par les impacts de la reconstruction de l'échangeur Turcot, mais aussi tous les changements là, qui s'effectuaient dans l'économie, entre autres manufacturière. Le secteur de l'Église constitue l'un des 3 secteurs d'intervention prioritaires qui ont été identifiés dans le PEDUS, donc avec le secteur du pôle Gadebois et le secteur Cabot, qui est vraiment de l'autre côté de l'autoroute à proximité. C'est un secteur qui est décrit comme un espace déstructuré par la présence de nombreux bâtiments vacants. Et on l'énonçait un peu plus tôt, le déclin de l'activité économique, mais entre autres particulièrement pour l'avenue de l'Église, l'activité commerciale. Donc, on retrouve aussi là, une faible canopée où on était dans des aires plus bétonnées et l'état du domaine public, là, puis on le verra dans des interventions qui s'en viennent à court et moyen terme qui gagnaient là, à s'améliorer. L'avenue de l'Église, elle requiert un repositionnement stratégique, clairement, et dans ce sens-là, dans le PEDUS Turcot, on retrouve là, plus particulièrement, et ce qui nous concerne ce soir avec le Centre Saint-Paul, c'est l'action 23, qui est favoriser une occupation des immeubles d'intérêt patrimonial municipaux. Donc, à ce titre-là, on a évidemment identifié des principaux enjeux dans le PEDUS. Donc, on vise évidemment une plus grande et une grande qualité des milieux de vie, un dynamisme économique et social, un environnement, paysage et patrimoine à prendre en compte et évidemment la mobilité et la connectivité entre les quartiers là, qui est un sujet très important. Donc, la suivante. Au niveau du secteur de l'Église, on est identifié comme un secteur prioritaire d'intervention qui est lui-même divisé en 3 sous-secteurs. Donc, on a la portion là, entre ce qu'on appelle le Marie de l'Incarnation et Côte-Saint-Paul. Ensuite, le secteur dans le pourtour de la rue Aidé et à proximité de Saint-Patrick, qui est la 3e section. Donc, on constate évidemment des nuisances en raison de la proximité de l'autoroute. Une structure commerciale, comme je l'énonçais un peu plus tôt, dégradée, qui est caractérisée par des espaces vacants, en fait, et certains aussi qui ont été reconvertis en logements. Donc, les principaux enjeux et je dirais plus, en fait, les objectifs qui étaient visés, qui sont visés par le PEDUS, c'est la consolidation de l'usage résidentiel sur l'avenue de l'Église, la réduction de l'intensité commerciale sur l'avenue de l'Église. On parle évidemment du commerce lourd qu'on constate actuellement. On favorise quand même une occupation commerciale aux intersections de façon à conserver une animation dans le quartier. Le verdissement massif aux abords de l'autoroute, évidemment, et sur l'ensemble du domaine public. Le réaménagement de l'avenue de l'Église à échelle humaine en prenant en compte là, le gabarit des bâtiments et l'intégration des aménagements publics au pôle institutionnel là, que je vais vous décrire là, dans quelques instants. Donc, pour la suivante. Donc, ce cœur institutionnel, on y retrouve évidemment le Centre Saint-Paul avec ce qu'on appelait aussi l'ancien hôtel de ville de Côte-Saint-Paul, l'école Marie de l'Incarnation, l'église,
le centre de loisirs Monseigneur Pigeon et le poste de quartier. Donc, on est vraiment situé au cœur institutionnel de ce quartier. C'est un secteur qui est localisé à proximité du secteur Cabot, donc un secteur que l'on prône à bonifier comme secteur d'emploi. Et on en parlait tantôt. Donc, on a aussi le 4000 Saint-Patrick, qui est un moteur important qui est en mise en œuvre et qui est à 400 mètres là, de l'édifice Saint-Paul. Au niveau on lit la ligne, le peu d'opportunités de développement de projets de grande envergure. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de grandes propriétés en développement ou à développer. Donc, il n'y a pas d'opportunités dans ce sens-là, mais évidemment, des opportunités de développement sur des propriétés municipales comme aujourd'hui, évidemment. Et en terminant, le réaménagement récent de la section ouest de la piste cyclable sur la rue Angers qui est terminée. Et on s'en vient avec d'autres aménagements. Donc, entre autres, pour les reprendre là, dans l'ordre, vous avez là, le retrait du camionnage sur de l'église et la sécurisation de l'intersection de l'église et Angers, donc qui sont déjà en cours. Ils sont en planification ou en mi-parcours de réalisation. Donc, entre autres, pour la sécurisation de l'intersection, il y a des saillies de trottoirs là, qui ont déjà été réalisés et d'autres aménagements là, qui s'en viennent à très court terme. Ce qui était souhaité aussi dans la lecture qu'on fait du PEDUS, on lira l'aménagement d'un espace de socialisation en cours avant de l'église Saint-Paul, l'implantation d'un lien cyclable sur Angers, donc comme je disais, là, qui est en complétion, l'aménagement d'un lien cyclable fédérateur, donc sur de l'église. Ça comprend ce lien fédérateur, la piste cyclable en site propre côté est et en chaussée désignée à l'ouest. La plantation de massifs d'arbres, la réfection des trottoirs, la sécurisation des intersections, le marquage identitaire du nouveau mobilier urbain et le retrait du stationnement du côté est. Donc, c'était les orientations qu'on a identifiées là, pour l'aménagement spécifique de ce lien fédérateur-là qui est placé pour nous là, dans les projets prioritaires pour l'arrondissement. Donc, si je ne me trompe, c'est à cette étape que je vous redonne la parole, M. Cazelet. Oui, merci beaucoup, Julie. Super intéressant. Alors, c'est la dernière diapo pour moi. Donc, c'est un peu les prochaines étapes du programme Impact Centre Saint-Paul. Je voudrais réafficher le diaporama pour que je les vois. Merci. Donc, comme j'ai dit, dans le deuxième trimestre de 2023, on va afficher tous les documents vont être disponibles sur SEAO et dans les journaux. Donc, ça s'en vient. Après ça, il y aura une visite par les preneurs de cahiers d'appel à projet, toujours après l'appel d'offres, donc dans les mois qui viennent. On attend la réception des propositions dans le troisième trimestre de l'année pour une analyse et une évaluation avec le comité technique et le jury, toujours dans le troisième trimestre. Et après ça, on va aller faire approuver les propositions par les instances, que ce soit le comité exécutif, le conseil municipal, mais après ça, il y a quand même un certain temps avant l'approbation de l'acte de vente. Ça peut prendre un certain temps. Donc, l'acte de vente devrait être présenté en 2024. Et après ça, donc, la ville cède ce bâtiment-là. Et c'est au promoteur qui aura eu la cession de ce bâtiment-là à développer son projet. On avait donné déjà quelques dates de ça qui sont prévues dans l'appel d'offres. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Pierre, je vous repasse la parole pour la suite des choses, je crois. Merci André, effectivement. Merci à vous trois pour cette présentation très complète. Je pense qu'il va donner lieu à quelques questions, assurément. Donc, on est rendu justement à cette période d'échange. On va s'efforcer de répondre à la majorité des questions dans les prochaines 30-40 minutes. Et pour intervenir, on vous rappelle que vous pouvez, en fait, il y a deux façons. Là, vous pouvez écrire votre question dans le module Q&R qui est situé en bas de votre écran, là, Q&R, et encore une fois Q&A, Q&A, si votre ordinateur est configuré en anglais. Et vous pouvez écrire votre
votre question et je me ferai votre porte-parole, je lirai la question. Ou encore, vous pouvez intervenir de vive voix et en cliquant sur la petite main là, qui est lever la main, raise hand, et à ce moment-là, je vais voir qu'il y a, vous souhaitez intervenir. Je vais vous inviter à prendre la parole. On va activer votre micro. On vous invite, vous aussi, de votre côté, à activer votre micro. Et comme ça, on va pouvoir faire l'échange ou l'interaction. Vous allez pouvoir poser votre question. Alors, si nous ne sommes pas en mesure de répondre ou de vous donner toute l'information ce soir, ou si on manque de temps, ben, soyez assurés qu'on va noter là où les questions et on va y répondre dans un document qui vous sera envoyé ultérieurement. Je tiens à vous rappeler également qu'il y a 2 personnes qui vont se joindre à nous particulièrement pour la période de questions. Il s'agit de Mme Assia Bédédouche, qui est architecte et gestionnaire immobilier à la direction de la gestion immobilière et de l'exploitation au service de la gestion et de la planification des immeubles, ainsi que M. Guillaume Top, qui est chef d'équipe au service de la stratégie immobilière, qui va également pouvoir répondre à certaines questions, j'en suis certain. Donc, on va commencer. On a reçu d'ailleurs des questions avant la soirée de ce soir. On va commencer avec eux autres et ensuite, je vous rappelle que vous pouvez poser. Je vois déjà qu'il y a 4 questions qui sont posées dans le module, donc ça prouve que vous avez bien compris. Je vois qu'il y a déjà une main levée également, M. François Buteau. On va aller à vous dans quelques instants, mais avant, on va y aller avec les questions qu'on a reçues avant la soirée de ce soir, donc en prévision de la soirée d'information. Donc, la première question, c'est j'aimerais avoir plus d'informations sur la manière de soumissionner. Et c'est une question que je dirigerai tout de suite à Guillaume Top. Si vous voulez activer votre micro, Guillaume. Oui, bonjour. Je vous dirais que dans un principe d'équité pour les potentiels proposants, l'ensemble des informations va se retrouver sur le site SCAO et les formats et je dirais comme ce que les attentes de la ville pour une soumission sont décrits de façon explicite à l'intérieur du cahier qui sera vendu via SCAO. Parfait. Donc, à suivre, surtout, on va trouver tout ça sur le site SRO. Donc, quels sont les critères maintenant d'acceptation d'un projet? Quels sont les objectifs que la Ville vise en faisant cet appel à projet? Guillaume, je vous redonne la parole. Oui, je vous dirais que dans le cadre de notre présentation, je pense que ça a été présenté, les grands objectifs, la volonté de la Ville. Je remettrai peut-être la diapo 17 qui faisait la liste des critères. En date d'aujourd'hui, c'est l'information que nous pouvons vous partager. Les critères seront expliqués de façon plus précise à l'intérieur du cahier d'appel à projet. Parfait, excellent. Merci, Guillaume. On a une autre question. On l'a déjà souligné, mais peut-être que la personne n'était pas encore avec nous. La personne veut savoir, est-ce que la rencontre sera enregistrée et quels sont les objectifs que la Ville... la rencontre sera-t-elle enregistrée? Ici, oui, je serais intéressé à recevoir le fichier car je crois que je vais arriver en retard à cause du travail. Donc, si vous êtes arrivé, ben oui, la séance est enregistrée et vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement sur le site designmontréal.ca. Autre question maintenant, où pouvons-nous trouver une liste des bâtiments à Montréal en fait, les bâtiments à Montréal qui font partie du projet ou de la réflexion, et qui devrions-nous contacter? Varsovie est une ville détruite en 90% et la ville a été reconstruite. Donc, j'ai un amour pour les monuments, comme plusieurs d'entre nous ce soir d'ailleurs, pour les monuments dans mon sang. Alors, donc, Julie Nadon, est-ce que vous avez, où on peut trouver cette liste-là des bâtiments à Montréal qui font l'objet? Oui. En fait, pour le sud-ouest, je ne pourrais pas vous dire si vous allez la retrouver là, pour l'ensemble pour Montréal, mais vous pouvez tout simplement googler liste des bâtiments patrimoniaux arrondissement du sud-ouest ou encore mieux, c'est très visuel. Sur chaque arrondissement, vous avez une carte interactive et dans le cas du Sud-Ouest, vous avez le petit carreau à cocher où vous pouvez cocher de voir visuellement là, les immeubles d'intérêt patrimoniaux. Donc, je vous invite là, à aller sur la carte interactive de l'arrondissement du Sud-Ouest, entre autres. Pour nous, là, c'est très bien identifié. Excellent, merci Mme Nadon. Autre question maintenant, qu'est-ce que vous attendez comme format pour la soumission de projet? Est-ce qu'il y a un formulaire? Est-ce qu'il y a un exemple sur lequel on peut se baser? Il y a combien de pages? Guillaume, est-ce qu'on peut donner un peu plus d'informations, de détails là-dessus? Je vous dirais que je reviens à la réponse que j'ai déjà donnée. Le tout sera expliqué de façon à l'intérieur du cahier d'appel à projet.
dans un contexte d'équité pour l'ensemble des proposants. Je ne rentrerai pas dans le détail et je rapporterai à ceux qui sont intéressés de se procurer le cahier sur le site SAO. Parfait, merci, c'est très clair. Effectivement, il y a plusieurs des informations qu'on va retrouver dans ce fameux cahier. Maintenant, question, peut-on connaître le minimum requis d'investissement qui est exigé pour la restauration du bâtiment? Question de nature un peu plus financière que je vais diriger à Guillaume ou à Julie ou à... Écoutez, je peux me lancer, quitte à être complété par mes collègues, M. André Cazelet et Assia Benedouche. Le montant en tant que tel est plus ou moins défini. Ça va dépendre énormément du projet que vous entendez déposer. La Ville entend avoir un investissement minimum qui va être établi. Je cherche le chiffre. Est-ce qu'on l'a statué, André? Oui, c'est 3 millions, je crois. Oui, c'est ça, 3 millions. Mais écoutez, on vous donne ce chiffre-là aujourd'hui, mais sachez que ce 3 millions-là, il y a des spécifications par rapport à l'investissement demandé, à qu'est-ce qu'on s'attend qu'il soit fait à l'intérieur du 3 millions, et le tout sera mieux défini à l'intérieur du cahier d'appel à projet. Excellent, parfait. Merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec d'autres questions qu'on a reçues à travers le module QR. Je vous rappelle que vous pouvez également poser des questions de vive voix si vous êtes peut-être moins intimidé par l'idée de parler devant tous les gens. Donc, vous avez simplement à cliquer sur la petite main qui est en bas, lever main, et puis moi, je saurai que vous voulez intervenir. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà une main levée. On va vous revenir à vous tout à l'heure. On va alterner probablement un peu comme ça pour s'assurer que tout circule et tout est fluide. Donc, bonjour. Question maintenant pour Assia. Le dépôt de projet et de proposition doit-il venir d'un bureau d'architecte ou d'un promoteur? Donc, je vais répondre à cette question. Tout cela va être expliqué et précisé dans le cahier d'appel à projet, mais on peut dire que toute entreprise ou organisme qui a son siège social au Québec peut déposer, faire une proposition, donc prendre les documents qui vont être sur le SCAO et faire une proposition. Donc, nous n'avons pas établi de limite par rapport à ça. Ça peut être une équipe, ça peut être pluridisciplinaire et autres. Et ce qu'on va juger, bien sûr, dans les critères qu'on a vus, c'est cette équipe et aussi la qualité du projet qui va être proposé. Excellent, merci. Il y a une participante qui nous remercie pour cette présentation. Assia, peut-être que je demanderais de fermer votre micro parce que je pense qu'il y a de la réverbération de votre côté. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y a une personne qui nous dit merci pour ces présentations. Autre question maintenant, qui va s'assurer de la qualité patrimoniale des projets soumis et du 20% éliminatoire et quels en sont les critères? Je ne sais pas, entre Assia et Guillaume qui veut répondre. C'est moi. Assia, allez-y. Je vais répondre. Oui. Donc, comme l'a expliqué André dans la présentation, il y a 2 étapes. Il y a une étape d'évaluation de la conformité de l'offre par rapport à ce qui est dans le cahier d'appel à projet. À ce moment-là, le comité technique va faire une première évaluation par rapport aux critères relatifs au patrimoine. Et il va faire ses recommandations et son rapport au jury. Et finalement, le jury va évaluer par rapport à aux critères établis si la proposition respecte les exigences en matière de patrimoine, d'intervention patrimoniale. Donc, il y a ces 2 étapes qui vont déterminer si la proposition est recevable ou si elle doit être éliminée. Excellent. Merci, Assia. Probablement que la prochaine question est pour vous. Est-ce qu'un collectif d'artistes et d'artisans peut déposer un projet? J'ai un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Donc, si il a son siège social au Québec et s'il répond à toutes les exigences, conditions spécifiées dans le cahier d'appel à projet, il peut déposer une offre.
Excellent, merci. Autre question maintenant. L'Orchestre des jeunes du Mont-Royal, une OSBL dédiée à la formation musicale et l'interprétation de la grande musique classique pour des jeunes de 5 à 25 ans, pourrait être un partenaire intéressant pour s'associer au dépôt d'un projet structurant avec un fort potentiel culturel pour la communauté. Donc, commentaire qu'on prend bien en note. Merci beaucoup pour ce commentaire. Est-ce possible de profiter maintenant, autre question, est-ce possible maintenant de profiter de l'occasion pour communiquer aux développeurs notre intérêt à participer à un projet pour ce bâtiment? Est-ce possible de profiter de l'occasion pour communiquer aux développeurs notre intérêt à participer à un projet pour ce bâtiment? Assia ou André, je vois qu'André a activé son micro. Oui. Ce que je comprends de ce commentaire-là, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont intéressés à faire une équipe avec un promoteur éventuel qui pourrait avoir une fonction d'orchestre musical. Donc, c'est ce que je comprends. Ce n'est pas nécessairement une réponse, mais plus de dire, la personne semble dire qu'elle est intéressée à soumettre un projet avec d'autres personnes qui seraient ici présentes. Exactement. On va y aller maintenant avec les questions posées de vive voix. Donc, on va y aller du côté de Mme Daphné Ferguson. Mme Ferguson, je vous invite à activer votre micro. Je vois que c'est fait. Peut-être qu'en région, on peut activer son micro. Est-ce que vous nous entendez, Mme Ferguson? Oui, vous Parfait. m'entendez? On vous entend également. Donc, allez-y, on vous écoute. Parfait. Vous avez parlé d'un guide pour connaître les différentes modalités de comment déposer un projet. Puis, vous nous avez référé à un site web, mais je n'ai pas capté le nom du site web. Est-ce que j'ai dû manquer Est-ce que vous pouvez nous envoyer le URL pour le site web? Pour obtenir le cahier pour soumissionner? Oui. OK. Guillaume, est-ce que vous voulez... nous utilisons la plateforme SEAO en termes de l'URL pour le cahier, comme celui-ci n'est pas encore déposé sur la plateforme. Je ne peux pas vous donner l'URL exact, mais ça va être fait via le site électronique des appels d'offres qu'on peut trouver facilement par Google. Ouais. Vous connaissez ça, Mme Ferguson? Je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez juste répéter lentement SEAO. 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 Oui, si vous faites Google, là, vous allez tomber là-dessus. C'est un site où on regroupe plusieurs, en fait, l'ensemble des demandes d'appel d'offres du gouvernement et notamment de la Ville de Montréal pour pouvoir soumissionner. C'est très, très facile de s'y retrouver, vous allez voir. D'accord, merci. Merci, Mme Ferguson. Autre question maintenant de Fanny Bellefeuille. Madame Bellefeuille, est-ce que vous avez activé votre micro, s'il vous plaît? Oui, absolument. Tout le monde m'entend? Oui, très bien, merci. Super, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je note les montants quand même assez importants qui sont demandés pour pouvoir soumettre un projet. C'est quand même plusieurs millions de dollars. Est-ce que la Ville propose un support financier quelconque pour s'assurer que des compagnies culturelles ou qui ont un mandat socio-communautaire peuvent faire tomber ces barrières à l'entrée, justement pour avoir une diversité dans l'offre qu'on va pouvoir faire pour ce merveilleux projet? Oui, André, M. Cazelet, André, s'il vous plaît. Oui, il n'est pas prévu d'offre de soutien financier dans cet appel-là. Je signale que la Ville cède ce bâtiment-là pour $1, donc ça fait partie du soutien financier que la Ville offre là-dedans. On veut avoir le meilleur projet et ça sera aux soumissionnaires d'aller faire un montage financier auprès des autres instances provinciales ou fédérales pour aller chercher des fonds pour peut-être bâtir un projet. Oui, je comprends. C'est vraiment dommage, par exemple, parce que je trouve que ça met de côté tout un pan de la vie communautaire qu'on pourrait avoir justement dans ce merveilleux building. Ben, oui, je ne veux pas répondre à ça, mais ce que je veux dire, c'est que la Ville fait déjà une partie de l'effort. Je pense que les organisations qui veulent aller chercher des subventions auront les possibilités d'aller les chercher à Québec ou à Ottawa ou ailleurs, auprès du Conseil des arts. Parfait, merci beaucoup. Merci, Mme Bellefeuille. On revient maintenant aux questions qu'on a reçues par le module de QR. Il y a déjà eu des estimations détaillées pour cet immeuble quand on projetait d'y installer le centre de design textile. Peut-on avoir accès à ces documents? Je ne sais pas de qui parmi nos spécialistes ce soir pourrait répondre à cette question. Peut-être qu'on n'a pas la réponse.
Comme je l'ai dit, si c'est le cas, ben, on va l'intégrer dans le fameux document qu'on va préparer à la suite. Donc, je vois ni Assia, ni André, ni Guillaume qui... Ah, peut-être qu'André a levé la main. À vrai dire, ces documents-là n'ont pas été faits par la Ville, alors je ne suis pas certain que nous ayons accès à ces documents-là. S'il y a des gens qui ont travaillé sur différents projets, s'ils veulent donner accès à ces documents-là, c'est leur prérogative, mais moi, je n'ai pas vu, Assia, à moins que je me trompe, je n'ai pas vu d'une étude faite, en tout cas, certainement pas faite par notre service au niveau du centre de textile. Là. Ça, on n'a pas fait d'études à ce sujet. Parfait. Merci, André, pour ces précisions. On enchaîne maintenant avec une autre question. Est-ce que la Ville de Montréal offre des aides financières pour la restauration du bâtiment? C'est la même réponse que tout à l'heure. Nous, l'effort que la Ville fait, c'est de s'assurer que ce bâtiment-là va être retourné à la communauté. Il n'y a pas de prix pour le bâtiment, mais il faut que les gens qui soumettent un projet financent un projet et qui préservent le patrimoine dans un contexte de transition écologique. C'est un peu le but de l'appel d'offres qu'on appelle le programme Impact. Donc, non, il n'est pas prévu, en tout cas pour notre service et pour la Ville, d'avoir des subventions à la rénovation, à la restauration. Ce n'est pas prévu dans l'appel d'offres. Parfait. Merci, André, à nouveau pour ces précisions. Est-ce possible d'occuper l'immeuble de façon transitoire ou temporaire? Une fois que ce sera rénové? Est-ce possible d'occuper l'immeuble de façon transitoire? Oui, Assia? Dans le cadre de cet appel à projet, cela n'a pas été prévu. Ce qu'on demande, c'est un projet bien défini. C'est ce que je peux dire en ce moment. Parfait. Peut-être qu'on pourrait apporter un élément d'information. C'est ça. Plus tard. Plus tard, c'est ça. Merci, Assia. Donc, est-ce que la Ville a déjà un carnet de santé à jour du bâtiment? Est-ce qu'on a ça, un carnet de santé à jour du bâtiment? Est-ce que c'est possible de préciser carnet de santé? Évidemment, je ne suis pas architecte, mais j'imagine que c'est peut-être une évaluation de la qualité de la structure, peut-être? Oui, il y a eu des évaluations techniques et plusieurs de ces documents vont faire partie des annexes du cahier d'appel à projet. Excellent, merci. On enchaîne maintenant avec une autre question. Quel niveau de détail est demandé pour le projet de conservation du patrimoine dans la proposition du projet architectural? J'imagine que ça va se retrouver peut-être encore dans le document d'appel d'offres qu'on va retrouver sur le site SAO. Guillaume, est-ce que vous voulez compléter? Peut-être Assia, tiens. Oui, c'est spécifié dans le cahier d'appel à projet et les éléments importants seront bien identifiés. Comme disait André, il va y avoir aussi en annexe les orientations patrimoniales et certaines études qui ont été faites sur les éléments qui ont une valeur ou un caractère patrimonial, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Donc, tout ça va être... il va y avoir des documents en annexe qui vont un petit peu illustrer et appuyer et compléter la description qu'on fait dans le cahier d'appel à projet lui-même. Parfait. Merci, Assia. On va retourner maintenant du côté des questions posées de vive voix. Monsieur Régent Bernard. Monsieur Bernard, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Excellent, merci, oui. En fait, merci beaucoup pour cette présentation. Ce qui me préoccupe à ce moment-ci, c'est l'accès à ce fameux cahier, en fait, d'appel d'offres sur le SAEO. Je ne suis pas certain, je n'ai pas compris très bien. SEAO. Justement, c'est ça l'objet de mon intervention. Est-ce qu'on peut recevoir de manière concrète quel est le lien à ce document-là, de manière à ce qu'on puisse y accéder, comprendre le contenu et évaluer effectivement la capacité de chacun des organismes à faire un suivi par rapport à ce document-là? Je pense que oui. Assia ou Guillaume, est-ce que c'est possible effectivement de partager? Oui, Assia. C'est que, comme disait Guillaume tout à l'heure, nous n'avons pas encore lancé l'appel à projet. Donc, pour le moment, il ne se trouve pas sur le SAO.
quand on va lancer l'appel à projet, il va se retrouver sur le site du SEAO, qui est donc le site des appels d'offres de la ville. Mais pour le moment, il n'y est pas. Mais dans cette présentation, je pense qu'il y a eu le lien est inscrit dans la présentation pour le SEAO. Mais pour le moment, il ne se trouve pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, M. Bernard, vous écoute. Oui, alors merci. Effectivement, donc c'était très, très important de pouvoir préciser l'accès à ce document dans un premier temps. Deuxièmement, par rapport à l'intervention qui précédait sur le cahier de santé de l'établissement, c'est extrêmement important pour peu importe l'organisme qui souhaiterait pouvoir présenter une demande ou assurer une appel d'offres par rapport au document, par rapport au site en question, de savoir dans quel état, à l'heure actuelle, l'édifice comme tel est et par la suite, quels sont les coûts de rénovation, d'intervention qui seraient nécessités au cours des prochaines années. Et est-ce que, par exemple, il y a des réserves qui sont prévues afin d'assurer, parce que dans un site patrimonial, c'est inévitable, il y a des coûts qui sont énormes. Maintenant, est-ce qu'on peut les prévoir? Comment on peut les gérer? Et ainsi de suite. C'est extrêmement important. Excellent, merci. M. Bernard, vous avez tout à fait raison. Donc, on prend le commentaire en note. Autre question maintenant. Est-ce que dans le but d'aligner les propositions dans le côté écologique et de la durabilité énergétique, quelles sont les qualifications des professionnels retenus, comme par exemple l'analyse de la lumière du jour, la certification LEED ou WELL, le Envision, etc. Donc, quelles sont les qualifications des professionnels qui sont requises? Est-ce que c'est déjà déterminé ou ça va l'être éventuellement? Est-ce que tu veux répondre? Oui. Dans le cahier d'appel à projet, on va énoncer les principes, les conditions, les lignes directrices et quand la proposition va être déposée, on demande les curriculum vitae de l'équipe, des membres de l'équipe et du représentant, etc. Et on va évaluer la pertinence de ces curriculum vitae par rapport à ce qui est demandé dans le cahier d'appel à projet. Donc, il peut y avoir toutes sortes de professionnels et c'est le proposant qui va déterminer, évaluer et décider quel genre de professionnel il va inclure dans son équipe en fonction de ce qui est demandé dans le cahier d'appel à projet. Donc, c'est ça un petit peu. Parfait. Question, on a déjà donné l'information, mais je vais la reposer. Peut-être que la personne est arrivée un peu sur le tard. Le dossier pour les appels d'offres sera déposé à quel moment sur le site SEAO? On n'a pas encore déterminé la date, mais j'aimerais peut-être juste entendre Guillaume ou Assia repréciser à nouveau. Monsieur Tessier, excusez-moi, je me permettrais de prendre la parole. Oui, Mme Tullier. La parole au bon. Je me permettrais de faire peut-être un peu de vulgarisation, de faire le lien entre peut-être la population et le personnel de la ville qui travaille sur ces dossiers-là. SEAO, c'est un acronyme, hein, on est vraiment dans les acronymes, c'est Système électronique d'appel d'offres, donc appel-offre, d'appel d'offres, donc SEAO du gouvernement du Québec, mais que toutes les municipalités utilisent. On est obligé de passer par ce processus-là parce que vous comprendrez que bien que ce ne soit pas, bien que, entre guillemets, la vente soit à 1 $ et que ça paraisse très peu, c'est vraiment, on se doit de suivre le processus légal comme n'importe quel contrat qu'on va donner ou n'importe quelle transaction qu'on va faire avec des entrepreneurs ou avec le privé. Et c'est pour ça que le processus est encadré par ce système-là. Le système permet en fait de voir qui a pris le cahier des charges et de s'assurer de certaines balises éthiques, par exemple, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par cela et qu'il y a tout un cahier qui est déposé pour donner les... Et en fait, c'est exactement pour faire en sorte que tout le monde, s'assurer que tout le monde ait exactement la même information au même moment. Ce système-là,
au début, il y a un cahier complet. Donc, c'est sûr que les gens là, qui sont en ligne ne sont peut-être pas habitués avec la façon dont la ville ou les municipalités fonctionnent, mais sachez que nous devons, puis nous mettons le plus d'informations possible. Donc, assurément, toutes les études que nous avons sur l'état du bâtiment et tout ça, nous allons les mettre en ligne. Des études qui auraient été faites par une tierce partie, évidemment, ça ne nous appartient pas, donc là, on ne pourrait pas les mettre. Dans le SEAO, il y a un processus qui dure un moment X que la ville détermine elle-même et qui est annoncé dès le départ. Et dans le système électronique, quand vous avez un processus aussi même pour poser des questions et quand il y a des réponses, en fait, les réponses sont données à tout le monde en même temps. Donc, par exemple, s'il y avait un élément là, qui avait été oublié ou quelqu'un pose une question, puis la ville se dit, ah oui, pour vraiment donner la réponse à cette question-là, c'est pertinent, bien, on met la réponse dans le système électronique, puis là, tout le monde reçoit la notification, tout le monde reçoit la réponse en même temps. Donc, vous voyez, ça permet à la ville de s'assurer d'avoir un processus qui est équitable pour tous. Là, c'est sûr qu'en ligne, aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui sont d'organismes qui n'ont jamais fait ça. Mais vous voyez un peu le processus. Assurément, pour pouvoir déposer une proposition, il faut être moi-même, je ne peux pas connaître tous les différents corps de métier, mais je vais dire architecte, alors que ça ne resterait pas forcément aux architectes, mais il faut travailler avec une personne qui va être à même de déposer une proposition. Et sachez que ces professionnels qui sont à même de déposer une proposition qui répondent aux conditions d'appel d'offres, ils connaissent très, très bien cette façon de faire. Ils le font dans leur pratique régulièrement. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, là, de ce système SEAO. Mais voilà, je voulais expliquer un peu là, pourquoi on doit absolument passer par ce processus qui semble lourd, mais c'est vraiment un processus légal et équitable pour l'ensemble des personnes qui pourront déposer un projet. Merci, Mme Tullier, pour ces précisions. D'ailleurs, si je peux me permettre, l'adresse courriel pour accéder au site SEAO est www.seao.ca. Et si jamais vous l'oubliez, ben, vous refaites SEAO dans Google et on va vous amener directement sur cette page. D'abord, c'est très facile à trouver. Merci encore une fois, Mme Tullier, pour ces précisions. Autre question maintenant. Est-ce que la densité en hauteur a déjà été établie? Je ne sais pas si de qui, Assia, André ou Guillaume. C'est Julie qui pourrait. Julie, oui. Madame Nadon? Oui, en fait, l'information va être dans le cahier. Je m'excuse, je n'ai pas regardé là, dans les dernières versions, mais c'est sûr que c'est en conformité là, avec le zonage qui est déjà établi là, dans le secteur. Je vous le confirme, Madame Nadon. On fait référence au zonage en vigueur au moment du lancement du cahier d'appel public de projet. Excellent. Merci, Guillaume, pour cette précision. Autre question maintenant. Bonsoir. Comment l'acceptabilité sociale va être évaluée, sachant qu'elle représente 20 de la note d'évaluation? Donc, comment l'acceptabilité sociale va être évaluée, sachant qu'elle représente 20 Est-ce qu'on peut donner quelques précisions là-dessus, sur l'acceptabilité sociale? Oui, Guillaume? Écoutez, moi, je vous dirais, puis j'ai bien aimé le commentaire de Mme Tullier, dans un principe d'équité pour chacun des proposants, les critères sont définis et expliqués à l'intérieur du cahier. On ne peut pas rentrer en détail présentement lors de la rencontre par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec une autre question. On veut savoir, en fait, l'évaluation de l'état du bâtiment. Ça rejoint un peu peut-être la question tantôt sur le carnet de santé. Je ne sais pas si on veut peut-être ajouter quelque chose là-dessus. On a peut-être déjà répondu à cette question. Assia, oui, Assia. Oui, dans le cahier d'appel à projet, il va y avoir des documents en annexe et certains documents sont des documents des études techniques, des études qui vont documenter l'état du bâtiment. Donc, c'est ça. Ça va être documenté, comme disait Mme Tullier, avec les documents qui ont été produits par la ville. Parfait, merci pour cette précision. Autre question maintenant. La ville va-t-elle exempter le bâtiment de taxes foncières si c'est un OBNL qui l'achète? Je peux répondre, oui.
Je vous dirais que c'est la loi sur la fiscalité foncière qui s'applique. La ville va venir interagir en sens de la loi, mais il n'y a pas de prédisposition propre à l'appel à projet par rapport au niveau des taxes municipales. Parfait. Merci, Guillaume, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des usages privilégiés pour le bâtiment? Est-ce qu'il y a des usages privilégiés pour le bâtiment? Oui, Julie? Oui, Julie. Bien, encore là, vous le verrez plus spécifiquement là, dans le cahier, mais c'est sûr que nous avons identifié là, les catégories d'usages qui sont, je dirais, privilégiés ou vus dans ce bâtiment-là. Donc, on parle d'usages commerciaux, on parle d'usages en lien avec les activités communautaires, une ouverture là, vers toutes les activités d'artistes, artisans. Donc, ça va être, comme je le disais, là, spécifié plus clairement là, dans le cahier. Dans ce fameux cahier qu'on a hâte de lire et de découvrir. Le montage financier à fournir dans le projet doit-il démontrer la rentabilité du projet à long terme, comme par exemple la projection financière sur 5 ou 10 ans? Guillaume. Je sais qu'on se répète, mais l'ensemble des directives et des attentes sont indiquées vont être indiquées à l'intérieur du cahier d'appel à projet. Parfait. Bon, c'est bon, mais on peut poser la question, même si la réponse souvent revient un peu à ce fameux cahier. Qui fera partie du jury d'analyse des projets? Y aura-t-il des membres de la communauté de Saint-Paul, de Côte-Saint-Paul, pardon? Oui, André. Oui, bien, on est en train de former le jury qui sera pas connu. On ne fera pas connaître les gens du jury, mais oui, il y aura des gens de la communauté, il y aura des gens dans les axes qu'on a identifiés, là, des spécialistes en patrimoine, des spécialistes en architecture, des spécialistes en transition écologique, des spécialistes en communautaire, des gens du quartier aussi. Donc, on travaille avec l'arrondissement pour former ce jury-là qui sera formé là, dans les prochains mois. Excellent. Merci beaucoup, André, pour ces précisions. Autre question maintenant, avant de passer à une question de vive voix. Y aura-t-il d'autres séances d'information à la suite de la publication du cahier sur le site SEAO? Est-ce qu'on a prévu d'autres rencontres comme ce soir pour répondre aux questions des personnes intéressées ou des organisations intéressées? Asia, savez-vous s'il y aura d'autres rencontres? Ça, je ne le sais pas, mais ce que je peux dire, une fois que l'appel d'offres est lancé, que les documents vont être mis sur le SEAO, on va avoir des questions, comme disait Madame Tullier, et on va répondre à tous ceux qui ont pris les documents. On ne peut pas, pour la consultation, une autre consultation pendant le processus d'appel à projet, je ne pense pas qu'il y ait une consultation parce que toutes les questions vont être diffusées à tous les preneurs de cahiers d'appel à projet. Toutes les réponses. Parfait. Donc, c'est ça le processus. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il n'y aura pas d'autres séances d'information publique comme celle-ci, mais les gens qui prendront le cahier d'appel d'offres pourront poser des questions. Nous allons répondre à toutes les questions qui seront posées dans la SEAO. Et il y aura évidemment aussi une visite ou des visites des lieux pour les gens qui sont intéressés à soumissionner, de proposer un projet. Ça sera aussi indiqué dans le cahier d'appel d'offres. Parfait. Donc, effectivement, comme Mme Tullier expliquait tantôt, quand une question est posée, tout le monde la voit et tout le monde voit la réponse également dans un souci de transparence et d'équité. On enchaîne maintenant avec une question de vive voix. Farsi David, je ne sais pas si c'est David Farsi, là, je ne veux pas mélanger votre nom. Alors, la parole est à vous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que c'est Farsi David ou David Farsi? Je m'excuse. David Farsi, bon, c'est ce que je pensais. Excellent. Allez-y, on vous écoute, M. Farsi. Donc, la question que je voudrais poser, admettons que je réussisse à avoir ce bâtiment, mais j'en ai besoin que de la moitié, parce que je voudrais faire une école d'art. Est-ce que je peux céder une partie, une fois que j'ai restauré le bâtiment? Parce que j'en ai besoin éventuellement que de la moitié. Et le reste, bien sûr, je m'en occupe pour le restaurer, mais je n'en ai pas l'utilité.
et il est trop gros. Mais par contre, il me plaît, ce bâtiment. Donc, est-ce qu'on peut le céder une partie après? Une autre bonne question. Assia ou Guillaume, est-ce qu'on a déjà pris une décision par rapport à ce volet-là? Je vous dirais que en date d'aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur cette question-là. Je vous inviterai peut-être à soumettre votre proposition en expliquant votre intérêt et soumettre votre question. Mais en date d'aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Ah. Non, parce que là, c'est un peu... Oui, ce sera dans les... Parce qu'on va collecter toutes les questions qui ont été posées ce soir. On va en faire un document et on va tenter probablement d'y répondre dans ce fameux document-là. Ça va, M. Farcy? Oui, bon, oui, j'attendrai la réponse. Parfait. Voilà. Autre question maintenant. Merci beaucoup. Autre question maintenant qu'on a reçue dans notre module questions et réponses. Combien coûte un cahier SEAO? Effectivement, il y a des frais pour se procurer un cahier. Est-ce qu'on sait déjà un peu le coût? C'est pas très cher d'habitude, mais est-ce qu'on a une idée à peu près des coûts que représente un cahier SEAO? Ce sera probablement encore. André, peut-être? Non, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas combien ça coûte. Je me demandais si, Guillaume, est-ce que tu as une idée? Moi, je n'ai pas d'idée combien ça coûte. Ça dépend, à ma connaissance, ça dépend de l'envergure du dossier qui va être déposé. Assia a donné la meilleure réponse. Je la cherchais pendant que... Et ça varie vraiment du nombre de dossiers, de l'envergure et tout ça. On préfère ne pas se prononcer pour ne pas donner des fausses attentes. Parfait. Soyons prudents, effectivement, tant qu'on n'aura pas d'informations, mais effectivement, ça varie en fonction du volume du document en question. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le document qu'on me partage depuis un certain temps. Je vois qu'il n'y a pas non plus d'autres mains levées. Par contre, avant de clore la séance, je veux juste m'assurer que tout le monde a trouvé son compte, c'est-à-dire qu'on a pu répondre à vos questions. Je vais quand même laisser peut-être quelques secondes à mes collègues de voir s'il n'y a pas d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Et si c'est le cas, ça me fera plaisir de revenir un peu plus tard. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est presque il est 19h51, on avait dit qu'on était là jusqu'à 20h. On est pas mal en ligne avec l'horaire prévu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir pour cette séance d'information. Je remercie également tous les intervenants et intervenantes de la Ville, nos élus également, Mme Tullier, M. Doré, qui ont été présents avec nous ce soir, les gens qui ont pris la parole, vous également, les citoyens et citoyennes qui est intervenu. Merci beaucoup pour vos questions, vos commentaires. En mon nom personnel et en celui de la Ville de Montréal, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir et je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet Design Montréal. Donc, vous pouvez trouver facilement. Vous recevrez également par courriel, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les prochains jours, le document rassemblant toutes les questions et les réponses, incluant celles dont on n'a pas été en mesure de répondre ce soir. Donc, et encore une fois, pour toute demande d'information provenant des journalistes, vous veuillez communiquer avec la division des relations de presse de la Ville de Montréal par courriel à relations avec un S média. J'ai un chat dans la gorge à montréal@montréal.ca. Donc, une chance que ça se termine là parce que je suis en train de perdre le souffle. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on a bien hâte de découvrir ce fameux cahier sur le site SEAO. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.